Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Liminaire. Ce sont des ressorts que nous cherchons au fond, dans la tradition africaine, et quand nous les trouvons, nous devons nous appuyer dessus à tout casser. C.A. Diop, quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine ? Le Musée vivant, Paris, 1948. Depuis les indépendances, l'Afrique noire se débat. Son destin semble toujours incertain, et toujours précaire son avenir. Partie intégrante du monde, elle en paraît cependant exclue. La régénérer pour la remettre au premier plan devient donc notre devoir. L'imposer aux nations nous paraît une nécessité. C'est pourquoi réfléchir sur la destinée de l'Afrique et des Africains est aujourd'hui une démarche nécessaire et décisive, à laquelle doivent être conviées toutes les forces vives du continent. Dans cet esprit, il faut se demander pourquoi, héritière de brillantes civilisations, disposant d'énormes potentialités économiques et peuplée de plus d'1 milliard d'habitants, l'Afrique demeure sans force dans le monde contemporain ? En réponse à cette préoccupation majeure, Monseigneur Tarcisse Tshibangou Tshishikou relevait ce qui suit. Comme ailleurs dans le monde, il est question, afin de subsister et de progresser, que l'Afrique s'établisse en une véritable société scientifique. 21. Et Cheikh Anta Diop ajoutait en précisant: il faudra que l'Afrique assimile la pensée scientifique moderne le plus rapidement possible, pour combler le retard qu'elle a accumulé dans ce domaine depuis quelques siècles, et contribuer à faire avancer les sciences exactes dans toutes les branches par l'apport de ses propres fils. 22. Ce thème de la maîtrise de la technoscience, comme prérequis à tout développement, fait l'unanimité dans la communauté argumentative africaine depuis plusieurs décennies. À titre illustratif, citons le Symposium international de Kinshasa sur l'Afrique et son avenir tenu du 20 au 30 avril 1985, proposant une déclaration en 17 points dont le 7e, appuyant notre thèse, est relatif à la modernisation du patrimoine local et exploitation des technologies modernes. Comme accès au développement, l'Afrique contemporaine doit s'armer des sciences pour les appliquer à nos réalités propres. 23. Ce qui corrobore l'affirmation selon laquelle la technoscience est une réalité centrale de notre temps, aussi bien pour l'ensemble du globe que pour l'Afrique contemporaine. 24. Option largement partagée par les critiques de l'ethnophilosophie, qui militent pour la captation de la science comme principe de puissance, comme voie et moyen pour sortir l'Afrique de la méga-crise selon la terminologie des nouvelles rationalités africaines. La technoscience se présente et se comporte comme la matrice de salut. Il tombe sous le sens que la technoscience, ou les nouvelles technologies, fournissent des solutions satisfaisantes aux problèmes matériels qui harcèlent l'humanité. De par leur performance et leur opérativité, elles gratifient l'homme d'une avalanche de bienfaits, à telle enseigne qu'elles apparaissent aux yeux du monde contemporain comme une matrice du salut. En effet, par les nouvelles technologies, l'homme a réussi à s'aménager un séjour décent sur la Terre et à améliorer les conditions de sa vie. Il sait mieux comment maîtriser la nature, et à la modifier pour que celle-ci lui offre la possibilité de se développer. Comme l'écrit Cheikh Anta Diop, la recherche est le démiurge qui remodèle sans cesse la face du monde au sens le plus général et le plus profond. Elle pourvoit en techniques nouvelles le champ de la pratique quotidienne. Elle augmente l'emprise de l'homme sur la nature et fait de lui un agent actif de transformation du monde. 25. Les nouvelles technologies accroissent le pouvoir de l'homme sur l'univers et sur le milieu ambiant dans lequel il vit, lui donnent un corps d'appareillage qui lui permettent de contrôler avec plus ou moins d'assurance les contingences. Elle soustrait l'humanité aux calamités naturelles telles que la maladie et la famine, grâce à la médecine et à la technique agricole. À l'aide de tout un outillage, l'homme établit sa souveraineté sur l'univers en le domestiquant, se prend pour le maître de sa destinée et le gouvernail de sa propre vie. Ce que confirme Ngangura Kazol, la dimension technologique s'est imposée à toute idée de progrès et l'opinion est favorable à la science et à la technique considérée comme instrument du bien-être social et économique. 26. Ici, la technoscience a un caractère fondamentalement existentiel, celui d'améliorer le vécu quotidien de l'être humain. Logo et praxis, savoir théorique, savoir-faire et existence réelle du commun des êtres comme dit explicitement Osias 27. Elle inspire aussi des solutions originales à des problèmes sociaux, philosophiques et même personnels. En même temps, elle modifie dans sa totalité le cadre intellectuel de l'homme, sa façon de penser et de concevoir le monde.
Comme dit Ellul, la technique était traditionnellement englobée dans une civilisation dont elle faisait partie, maintenant c'est de la technique que tout dépend, elle domine tous les autres facteurs et c'est elle qui est l'élément englobant à l'intérieur duquel tout se situe. 28. En d'autres termes, la technoscience est l'expression de la volonté de subsistance, de survie et d'émancipation de l'homme. Elle est la création de l'esprit humain, en réponse aux besoins biologiques et existentiels. En ce sens, la technoscience porte l'empreinte du cadre socioculturel de leur production. Aussi, par rapport à l'Africain, la technoscience ou les nouvelles technologies ne se présentent pas comme des performances exceptionnelles d'extraterrestres chargés des missions messianiques sur l'humanité et particulièrement sur les Africains. Elles sont au contraire des disponibles universels, c'est-à-dire des éléments appartenant au patrimoine commun de l'humanité. D'autant que les nouvelles technologies ne sont pas étranges ou étrangères à la tradition africaine scientifiquement attestée, celle-là qui a enfanté les sciences en terre africaine d'Égypte sous les pharaons noirs et qui en a redistribué au monde, particulièrement au monde occidental par l'intermédiaire de la Grèce antique, berceau culturel de l'Occident. C'est pourquoi la technoscience est partie prenante à la raison scientifique égypto-africaine. C'est aux Africains de s'en saisir, comme les Grecs s'étaient saisis de la science pharaonique, et comme les Grecs, les Africains doivent en faire œuvre utile. En effet, la tradition, même la plus dynamique et la plus respectable, ne s'accomplit pas seulement de façon naturelle en vertu de la force de préservation de ce qui se trouve exister, mais elle demande à être affirmée, saisie et entretenue. Elle est essentiellement préservation. Comme telle, on la retrouve à l'œuvre dans toute transformation historique. Et à l'herméneute allemand Gadamer de faire remarquer, mais la préservation est acte de raison, un de ceux, il est vrai, qui passe inaperçu. C'est pourquoi l'innovation, le projet raisonné, sont tenus pour l'unique manière d'agir et d'opérer de la raison, mais ce n'est qu'une apparence. Même quand la vie est soumise à de violents bouleversements, en période révolutionnaire par exemple, 29. On voit se préserver sous le prétendu changement de toute chose, une part insoupçonnée du passé qui s'unit au nouveau pour acquérir une validité nouvelle. En d'autres termes, l'importance que nous accordons à la tradition africaine comme architectonique relève du souci de nous en inspirer pour l'élaboration d'un discours orienté vers l'appréciation et le dépassement de nous-mêmes, afin de promouvoir une pensée et une action qui soient appropriées à notre situation effective, à savoir la captation et l'intégration des nouvelles technologies dans notre monde de la vie. Cheikh Anta Diop appuie cette façon de voir et d'agir quand il écrit « Ce sont des ressorts que nous cherchons au fond dans la tradition africaine, et quand nous les trouvons, nous devons nous appuyer dessus à tout casser. » 30. De ce fait, la critique de la raison scientifique égypto-africaine chez Cheikh Anta Diop relève de la recherche des voies et moyens pour sortir l'Afrique noire de la méga-crise, comme appui à un grand courant réflexif, au stade de la recherche qui organise collectivement le progrès scientifique. 31. D'où la nécessité d'expliciter nos protocoles de recherche. La raison scientifique articule au-dedans, non seulement le procès de la science égypto-africaine des temps pharaoniques, mais aussi un essai sur le statut épistémologique des mentalités dans le vaste champ de l'histoire des sciences, entendu comme une compréhension de l'évolution dans le temps des sciences. C'est pourquoi l'agencement des termes et concepts majeurs de notre discours n'est pas neutre, il est même surdéterminé. Aussi, faut-il en extraire la pertinence pour établir une compréhension commune. D'une part, la proximité phraséologique de la trilogie conceptuelle, épistémologie, mentalité, histoire des sciences n'est pas étrangère à la conception englobante de l'histoire des sciences comme histoire de la croissance, telle que proposée par Dixteraius qui à cet effet écrit « L'histoire des sciences n'est pas seulement la mémoire de la science, mais aussi le laboratoire de l'épistémologie. » 32. En effet, l'épistémologie historique, c'est-à-dire la compréhension de l'histoire des sciences au-delà de la simple restitution factuelle du passé de la science et même de sa mise en ordre, est une partie intégrante de l'histoire des sciences. Et cette dernière prend en compte, dans le cheminement et ou la stagnation des sciences, des facteurs psychologiques, sociaux, économiques, politiques de la science. 33. En définitive, les mentalités considérées comme des relais culturels et plus spécifiquement en ce qui concerne l'histoire des sciences, comme des facteurs cognitifs généraux constitutifs du paradigme scientifique sont partie intégrante de l'histoire des sciences. À ce sujet Rousseau écrit «
Du fait de leur généralité et par voie de conséquence de leur forte résistance au changement, ces facteurs sont arrangés dans la catégorie des paradigmes, 34. Voilà pourquoi les mentalités ont bien leur place entre épistémologie et histoire des sciences. Ce que conforte Pierre Thuillier quand il écrit « Derrière la science, la technique et l'industrie, il y a des hommes. Des hommes qui vivent leur temps, mais donc certaines idées et attitudes peuvent être archaïques ou irrationnelles. Si on ne tient pas compte des mentalités et des idéologies, même les activités scientifiques et techniques ne peuvent être comprises. 35. D'autre part, la combinaison syntaxique de certaines unités de sens comme Égypte pharaonique, Afrique noire, histoire des sciences, exige de rappeler que la thèse de l'Égypte pharaonique comme entité négro-africaine, comme berceau culturel d'Afrique noire et matrice scientifique de la Grèce antique, donc de la civilisation occidentale, est désormais un concept scientifique opératoire et aussi un fait de conscience historique mondiale. Cheikh Anta Diop, notre auteur écrit « Donc pour nous, le fait nouveau important, c'est moins d'avoir dit que les Égyptiens étaient des Noirs à la suite des auteurs anciens, l'une de nos principales sources, que d'avoir contribué à faire de cette idée un fait de conscience historique africaine et mondiale, et surtout, un concept scientifique opératoire, c'est ce que n'avaient pas réussi à faire nos prédécesseurs. 36. Il ajoute, plus explicite, autant la technologie et la science moderne viennent d'Europe, autant dans l'Antiquité le savoir universel coulait de la vallée du Nil vers le reste du monde et en particulier vers la Grèce, qui servira de maillon intermédiaire. 37. Ceci établit la pertinence aussi bien au niveau syntaxique que sémantique de notre recherche basée sur la raison scientifique égypto-africaine. Mais le retour à l'Égypte est lié pour Cheikh Anta Diop à un double projet culturel et scientifique. Pour nous, dit Cheikh Anta Diop, le retour à l'Égypte dans tous les domaines est la condition nécessaire pour réconcilier les civilisations africaines avec l'histoire, pour pouvoir bâtir un corps des sciences humaines modernes, pour rénover la culture africaine. Plus spécifiquement, en ce qui concerne l'histoire des sciences, notre domaine d'exploration, il précise « En renouant avec l'Égypte, nous découvrons du jour au lendemain une perspective historique de 5000 ans qui rend possible l'étude diachronique, sur notre propre sol, de toutes les disciplines que nous essayons d'intégrer dans la pensée moderne. L'histoire de la pensée africaine devient une discipline scientifique où les cosmogonies ethno-philosophiques occupent leur place chronologique, comme la momie dans son sarcophage. 38. Ainsi, notre tentative d'une histoire des sciences en Afrique noire se justifie et se trouve fondée chez Cheikh Anta Diop. La tentative d'une histoire des sciences en Afrique noire répond surtout à des motivations plus actuelles. En effet, découvrir pourquoi la science naît en Afrique noire, dans la grande métropole noire des temps protohistoriques qu'est l'Égypte pharaonique, s'y est estompée, voire disparue, c'est posséder un diagnostic qui va nous permettre hic et nunc de préparer une thérapeutique à administrer aux facteurs cognitifs généraux, donc à la culture africaine en tant qu'univers de donation des sens, aux fins de la rendre plus réceptive, logiquement disponible à la grande superstructure Q', et la technoscience identifiée comme le développement, le mieux-être, le recul de la misère et de la maladie. Monseigneur Chibangu appuie cette procédure. Pour toute société dont la tradition n'est pas de caractère scientifique, un immense effort doit être produit par les éléments au début minoritaires conscients de l'appel scientifique et venus à la conviction que la seule voie scientifique prolongée par les applications techniques permet le développement général d'une société en même temps que l'approfondissement et la valorisation du patrimoine spirituel des peuples. 39. On comprend dès lors que l'effectuation du double procès tant de la production que des obstacles épistémologiques dans les sciences égypto-africaines des temps pharaoniques répond à la grande préoccupation d'une actualité brûlante et qui se formule comme suit. Comment faire pour qu'un continent longtemps coupé du développement scientifique, technique et industriel puisse acquérir rapidement une mentalité et des attitudes propres à encourager, fût-ce sans une forme spécifique, le développement de la science et de la technique, c'est-à-dire, le développement tout court? Comment organiser une telle investigation? C'est une question relevant de la division de travail et de la méthode. En effet, si la science a une histoire et que celle-ci a ses premières racines en Afrique noire, il est donc légitime de s'interroger pourquoi l'Afrique noire, mère des sciences, en est-elle aujourd'hui dépourvue. Pour répondre à cette préoccupation majeure, notre investigation va s'opérer, comme dans toute histoire des sciences, en termes de procès de production, c'est-à-dire l'histoire de la croissance des connaissances scientifiques en terre africaine.
Et pour observer la double exigence de l'homogénéité géographique et historique du procès de la science, nous allons délimiter notre champ d'investigation à l'Égypte ancienne dite pharaonique ou africaine qui va de Ménès à l'invasion des Hyksos, soit une période de plus de 1000 ans, donc une perspective historique, qui rend possible l'étude diachronique sur notre propre sol, de toutes les disciplines scientifiques, un procès. Le procès de la production en histoire des sciences, c'est l'histoire du progrès des connaissances scientifiques, leur déroulement dans le temps. Comme le soutenait Gaston Bachelard, tenez pour acquis que dans son ensemble l'histoire des sciences est placée devant la croissance absolue, ou bien elle relate cette croissance ou bien elle n'a rien à dire, car en. Nous allons donc élucider la naissance de la science en Égypte pharaonique, dévoiler les conditions sociologiques de l'explosion scientifique ou les facteurs de croissance, reconstruire les procédés de cette science, ses constitutions et en établir la scientificité en termes de validation, démontrer que cette science en terre égyptienne d'Afrique, comme la science moderne est née de la nécessité de survie à partir de l'expérience ordinaire de la vie. La critique de la raison scientifique égypto-africaine des temps pharaoniques et post-pharaoniques chez Cheikh Anta Diop va se décliner en 4 chapitres dont 3 consacrés au procès de la production, des connaissances et des obstacles épistémologiques, tandis que le 4e chapitre est consacré à la rénovation de la culture africaine. Le procès de la production de la science égypto-africaine va donc constituer notre premier chapitre, entièrement consacré à la croissance de la science en terre africaine d'Égypte pharaonique, et cela tant au niveau des facteurs non constitutifs seulement conditionnants qu'au niveau des facteurs humains et de la production de la science factuelle et explicative. Comme l'écrit Théophile Obenga en appui à notre démarche, lorsqu'on écrira une véritable histoire scientifique, culturelle et philosophique de l'Afrique, de l'Antiquité africaine à nos jours, on ne manquera pas d'identifier et d'examiner, en détail, les grands foyers et centres d'enseignement de haut niveau, leurs forces et leur rayonnement. 41. Histoire des sciences comme procès de production, donc étude des facteurs ayant contribué au progrès des connaissances scientifiques. Les connaissances ainsi produites seront soumises, au 2e chapitre, au procès de la connaissance scientifique en Égypte antique, de la science factuelle à la science explicative. Comme dans tout procès des produits scientifiques, nous allons respecter les catégories fondamentales de l'histoire des sciences, à savoir la science factuelle et la science explicative, avant d'en établir le degré de scientificité. L'histoire des sciences est aussi l'histoire de la conception de la science, incluant les facteurs négatifs, c'est-à-dire ceux qui se sont opposés au progrès scientifique, le retardant ou même parfois le bloquant durant un certain temps. La prise en considération de ces facteurs de freinage du progrès scientifique, de ces obstacles épistémologiques est assurément fondamentale pour une histoire correcte de la pensée scientifique. Ainsi, verra-t-on dans le 3e chapitre le procès des obstacles épistémologiques dans la science égypto-africaine, comment les vues philosophiques, religieuses, ancestrales, bref les conceptions du monde ont joué le rôle d'inertie, bloquant les avancées scientifiques, accélérant l'estompement des sciences dans la sphère négro-africaine. Comme dit Rousseau, la résistance à la nouveauté a sa source dans des vues a priori dont on refuse de se détacher, dans une confiance accordée à des vues et à des habitudes de pensée souvent ancestrales dont faute d'esprit critique, on ne sait pas reconnaître la non-validité. C'est cette résistance qui a été qualifiée par Gaston Bachelard d'obstacle épistémologique, 42. Le procès des obstacles épistémologiques va tenter de répondre à une autre préoccupation de Cheikh Anta Diop, dont l'œuvre est toute traversée par une lancinante question. Pourquoi et comment la science égypto-africaine qui avait atteint de hauts sommets, s'est-elle estompée jusqu'à la disparition ? Question, comme dit Pierre Thuillier, des mentalités, intermédiaires entre les pratiques et les théories. En d'autres termes, des présuppositions et croyances acceptées par la communauté scientifique et qui fondent son unité selon Althusser cité par Rousseau. En définitive, la critique des facteurs cognitifs généraux va nous dire pourquoi la science égyptienne n'a pas atteint le stade de la révolution scientifique, c'est-à-dire le stade de la réappropriation sociale de la science et de la multiplication des élites scientifiques pour la pérennisation de la méthode scientifique, et cela, comparativement aux voisins grecs qui, après s'être abreuvés à la source égyptienne, créèrent en Grèce les conditions d'une révolution épistémologique. Nous mettrons en exergue en ce qui concerne la raison scientifique égypto-africaine, l'alliance qui a caractérisé la science pharaonique, à savoir alliance entre palais, temple et savoir.
Le diagnostic ainsi établi va nous permettre de préparer une thérapeutique au 4e chapitre. Au niveau thérapeutique, Cheikh Anta Diop prône la rénovation de la culture africaine, comme renouvellement de l'outillage mental africain dans le sens d'une prise d'autorité sur le phénomène technoscientifique et aussi dans le sens de la priorisation de la croyance laïque dans le contrat avec la nature aux fins d'évacuer dans le contrat avec la nature l'intrusion des conceptions religieuses qualifiées par l'auteur des faux contacts. En effet, il importe de souligner dès le départ que de par les exigences de la dynamique interne du système scientifique et technique, ils sont non seulement porteurs des valeurs culturelles particulières mais aussi ils imposent dans la façon de les utiliser une rationalité spécifique. Les puissants effets d'entraînement de la science et de la technique comportent une logique de développement particulière qui exige de l'homme, s'il veut bien user de la science et de la technique, une attitude de rationalité qui exclut le hasard et l'irresponsabilité. Aussi leur impact se remarque soit par la modification de l'environnement, soit par la tenue en piètre estime de la vision traditionnelle de l'homme et du monde, soit par la défenestration ou l'exclusion de la transcendance divine de la sphère de l'existence humaine. Ainsi que le constate Iboussi Boulaga, science et technique ne sont pas les monnaies qui pourraient circuler sans altérer les modes de vie, les mentalités, sans modifier l'acception et la perception du réel, ou si l'on préfère sans constitution originale du réel scientifique, du champ scientifique. 43. On s'aperçoit que la technoscience n'est pas un épiphénomène superfétatoire qui accompagne la culture, sans jamais jouer son rôle prépondérant dans l'apparition de la destruction de celle-ci. Elle exerce plutôt une influence décisive, négative ou positive, sur les us et coutumes d'une société, sur les comportements et les schèmes mentaux des membres qui constituent une société. L'impact profond de la technoscience sur la vie humaine de nos jours n'est certes pas dû d'abord et d'emblée aux idées et concepts qu'elle nous fournit pour saisir le réel, mais aussi aux moyens ou instruments mis en œuvre qui embrigadent notre existence en conditionnant directement nos attitudes et indirectement nos systèmes axiologiques. Comme nous le verrons dans la révolution culturelle chinoise, prise comme exemple à l'appui de notre recherche, toute révolution culturelle nécessite d'indispensables ruptures pour s'inscrire dans la rationalité technoscientifique. La révolution culturelle chinoise, appliquée avec succès dans la campagne maoïste contre le confucianisme ou la mort du sage, pour inscrire résolument la Chine dans la mouvance technoscientifique, va nous servir de modèle heuristique dans la rénovation de la culture africaine, dont nous proposerons des rejets et des acquisitions, donc des axes nouveaux pour l'émergence du nouveau paradigme scientifique seul apte à recréer les conditions épistémologiques pour une prise d'autorité sur la superstructure technoscientifique. C'est pourquoi le 4e chapitre a un intitulé programmatique, de la rénovation de la culture africaine ou de la mort du sage. Enfin, dans notre conclusion, nous essaierons d'établir le statut épistémologique des mentalités lesquelles, comme dit Pierre Thuillier, mais si les mentalités ne sont pas là, si les mentalités ne suivent pas, les institutions, les lois et les décrets risquent fort d'être inapplicables, inefficaces ou agressifs. 44. Les mentalités désignent ici un ensemble de représentations, d'attitudes, des motivations et des croyances. Donc, des présuppositions qui participent à la construction du paradigme scientifique, lequel n'est pas essentiellement que rationalité scientifique comme le reconnaissent par ailleurs les historiens des sciences comme Kuhn en ce qui concerne la charge théorique de l'expérience, Whitehead, qui déclare que la science est émotionnelle, et Feyerabend, qui accepte que la discontinuité tire sa source dans les irrationalités. Le champ culturel africain est d'une vitalité qui autorise intégration et rupture. Et la vitalité de la tradition africaine est thématisée par Emessi Metogo qui, s'inspirant largement de Iboussi Boulaga, affirme « La tradition africaine bien comprise, celle qui implique le programme de fondation d'une communauté historique réellement libre, aura les 3 caractéristiques suivantes. Elle sera mémoire vigilante, élan créateur et modèle utopique. Elle n'est pas une révélation intangible, et c'est pourquoi il ne faut pas l'opposer à la modernité 45. » Quant à Cheikh Anta Diop, il introduit dans la rénovation des mentalités la notion de la disponibilité logique de l'esprit, laquelle nous servira de concept opératoire dans la spécification du statut épistémologique des mentalités et dans la recherche des conditions de possibilité de leur adaptation à la nouveauté. C'est cela la charpente de notre conclusion dans cette recherche qui est du domaine de l'histoire des sciences,
celle-ci étant entendue comme une compréhension de l'allure générale des sciences dans le temps. Et qui dit compréhension dit herméneutique. D'où, les méthodes herméneutiques d'investigation vont nous permettre de déblayer ce champ. Et les méthodes herméneutiques sont pluridisciplinaires, interdisciplinaires, historiques et critiques, donc dialectiques. En effet, l'histoire des sciences étant une histoire jugée, on ne peut établir le double procès de la science égypto-africaine qu'en recourant à l'histoire africaine scientifiquement attestée, à la culture africaine comme univers de donation des sens et intellection du monde. Ainsi, il nous sera légitime d'étudier le développement industriel, scientifique, technique comme un phénomène culturel de plein droit, avec une herméneutique dialectico-historique qui scrute, dévoile les éléments psychosociologiques culturels non matériels qui ont été agissants dans le développement technico-scientifique ou dans son écartement. On aura compris qu'en définitive, nous planchons sur un problème de révolution scientifique si salutaire pour l'Afrique, mais nécessitant des ruptures, des rejets et aussi des accent aigu appropriation. Ce faisant, nous aurons atteint l'objectif de notre auteur, celui de constituer une nouvelle philosophie, toute fondée sur base scientifique. À cet effet, Cheikh Anta Diop écrit « Tout ce qui précède montre que la philosophie classique, véhiculée par des hommes de lettres pures, est morte. Une nouvelle philosophie ne pourra naître de ses cendres que si l'homme de science moderne, qu'il soit physicien, mathématicien, biologiste ou autre, se mue en un nouveau philosophe 46. Quelle meilleure réconciliation de l'homme d'avec l'homme que par l'égalité du bien-être que procure la science et la technique, donc le développement. » Et Cheikh Anta Diop nous exhorte en ces termes. En tout cas, les circonstances actuelles exigent chez les Africains un effort de rationalisation, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité générale. C'est pour cela que, au-delà de la culture proprement dite, l'élite africaine a le devoir impérieux, inéluctable, de doter farouchement tout le continent sans distinction de frontières politiques, d'une technique industrielle, seule garantie de la sécurité de vivre dans le monde atomique 47. Voilà un programme prométhéen. 21 Monseigneur Tchibangu, T. pour une science africaine, propos adressés aux universitaires et scientifiques africains. Un problème de méthode en philosophie et sciences humaines en Afrique. Acte de la 7e semaine philosophique de Kinshasa, Kinshasa 1983, page 13. 22 Cheikh Anta Diop, Nation nègre et culture, Paris, Présence africaine, page 10. 23 INADEP, Rapport général et déclaration finale du Symposium international de Kinshasa sur l'Afrique et son avenir, Kinshasa 1990, pp 49 à 50. 24 Ngangura, K. Fondation épistémologique et prospective de l'impact de la technoscience en Afrique, INRPK, volume 1, juin 1983. 25 Cheikh Anta Diop, Perspective de la recherche scientifique en Afrique, INARticle 1962 à 1977, Presse universitaire d'Afrique, IFANILEX, 2000, pp 226 à 229. 26 NGANGURA, K. Art. CID, page 50. 27 Ozias, JM, La philosophie et les techniques, Paris, 1945, page 1. 28 Elulji, La technique ou l'enjeu du siècle, page 214. 29 Gadamer, HG, Vérité et méthode. Les grandes lignes d'une herméneutique philosophique, Col. L'ordre philosophique, Paris 1976, page 120. 30 C.A. Diop, Quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine? Art. Cité. 31 Habermas, J. Profil philosophique et politique, Paris 1974, page 22. 32 Cité par Rousseau, F. Nature et méthode de l'histoire des sciences, Paris 1984, page 74. 33 Idem, page 75. 34 Ibid, page 130. 35 Tuilier P. L'aventure industrielle et ses mythes, Paris 1982, page 9. 36 Cheikh Anta Diop, Civilisation ou barbarie, Paris 1981, page 10. 37 Ibid, page 10. 38 Cheikh Anta Diop, Civilisation ou barbarie, page 13. 39 Monseigneur Tchibangu, Art. Cité, page 14. 40 Cité par Rousseau, FOC, page 122. 41 Obenga, T. L'Université africaine dans le cadre de l'Union africaine, Paris, Pyramide Papyrus Press, 2003, page 27. 42 Rousseau, C, page 34. 43 La crise du Muntu.
Authenticité africaine et philosophie, Paris, ed. Présence africaine, 1977, page 110. 44 Tuilier POC, page 15. 45 Messi, Monsieur Théologie africaine et ethnophilosophie, Paris L'Harmattan, 1985, pp 8 2 à 83. 46 Cheikh Anta Diop, Civilisation ou barbarie, pp 475 à 476. 47 Idem, quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine, art. Cité. Chapitre 1er. Du procès de la production de la science égypto-africaine des temps pharaoniques et post-pharaoniques. Le nègre ignore que ses ancêtres, qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil, sont les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation, que ce sont eux qui ont créé les arts, la religion, en particulier le monothéisme, la littérature, les premiers systèmes philosophiques, l'écriture, les sciences exactes, physique, mathématiques, mécanique, astronomie, calendrier, la médecine, l'architecture, agriculture, etc. Une époque où le reste de la Terre, Asie, Europe, Grèce, Rome était plongé dans la barbarie. C.A. Diop, vers une idéologie politique africaine, in la voie de l'Afrique noire, 1952. Introduction. Le procès de la production s'organise essentiellement autour du progrès et de la croissance de la science dans le temps. Dans cette recherche, ce procès s'effectuera sous forme de l'histoire générale des sciences par juxtaposition. On y trouve rassemblées, découpées par grandes périodes, les histoires de toutes les sciences de la nature et aussi l'histoire de la mathématique. Elle convient surtout pour les périodes les plus anciennes de l'histoire des sciences, où les sciences étaient mal séparées les unes des autres et où beaucoup de savants étaient polyvalents. 48. Ainsi, dans ce premier chapitre, nous nous proposons d'élucider la constitution de la science égyptienne, de reconstruire ses procédés, de jeter la lumière sur ses institutions, de dévoiler les facteurs externes et internes explicatifs de sa croissance, d'évaluer les facteurs constitutifs conditionnants et les facteurs non constitutifs conditionnants. On présentera à titre de facteurs non constitutifs seulement conditionnant le climat, le mode de vie pastoral, la forte densité de la population, l'organisation politique, l'unification de l'Égypte. Ces facteurs non constitutifs mais seulement conditionnants sont des facteurs externes à la science, mais qui avaient fait que l'Égypte, une bande de terre perdue à la confluence des eaux sales du Nil, prit un grand essor scientifique. En effet, la pression sociale née d'un accroissement relatif de la densité de la population a dû obliger certains hommes à utiliser leur intelligence dans le sens de la création et de l'invention des outils pour des activités nouvelles, augurant le début de la production de la connaissance scientifique. Comme dit Cheikh Anta Diop, dans la vallée du Nil, la civilisation est née de l'adaptation de l'homme à ce milieu particulier. La vie sédentaire engendre la propriété privée et toute une morale, résumée dans les questions posées aux morts au tribunal d'Osiris, qui est à l'opposé de la morale guerrière et de rapine des nomades eurasiatiques. La houe paléonigritique se transforme en charrue, par simple prolongement du manche. Elle fut d'abord tirée par des hommes, puis par des animaux et ne connut que très tardivement tous les autres perfectionnements tels que la roue 49. Après les facteurs externes non constitutifs seulement conditionnants, nous allons dévoiler les facteurs externes constitutifs conditionnants comme l'écriture, l'irrigation et l'administration. À titre de facteurs externes, on verra aussi les facteurs humains, c'est-à-dire les prêtres et les scribes, la classe érudite sans laquelle il n'y aurait pas de science égyptienne. De l'ensemble de tous ces facteurs essentiellement externes et parfois seulement conditionnants, naîtront la science factuelle, celle issue de l'observation des faits pourtant déjà chargée des vues théoriques indispensables à l'avènement de la science explicative, taxée elle d'une scientificité plus élaborée 50. Nous estimons que c'est dans la prise en compte des facteurs psychologiques, sociaux, économiques, politiques de la science 51, que l'histoire des sciences est en train de fournir la clé de la science mystérieuse des pharaons. 1.1. Les facteurs non constitutifs conditionnants de la science égypto-africaine des temps pharaoniques et post-pharaoniques. Nous considérons comme facteurs non constitutifs des facteurs qui ont sans doute conditionné le procès, le progrès, des connaissances scientifiques, et qui même ont pu être une condition sine qua non de leur progrès, mais de façon indirecte 52. Tels sont le climat, la densité de la population,
qui ont le mérite de montrer pourquoi une bande de terre perdue à la confluence des eaux sales prit-elle un tel essor. Ce faisant, nous observons les exigences scientifiques de l'élaboration de l'histoire des sciences, celle de prendre en compte toute la réalité du passé de la science, c'est-à-dire s'agissant du procès bien déterminé de la connaissance scientifique, non seulement la description de ce procès, mais la détermination de tous les facteurs qui sont intervenus, de toutes les circonstances qui ont joué, de tout ce qui a été pensé, dit, agi, 53. Ainsi, s'élucide l'essor écosystémique de l'Égypte, prélude aux grandes réalisations scientifiques. 1.1.1. Le climat, la densité. Pour expliquer l'essor de l'Égypte en ce qui concerne la nature, environnement, historiens, paléontologues et autres scientifiques proposent des thèses concordantes. Parmi celles-là, la thèse climatologique. En effet, selon Abou Bakr, spécialiste de l'histoire ancienne de l'Égypte et de la Nubie, la fin de l'ère glaciaire en Europe semble avoir entraîné d'importantes modifications dans le climat des pays situés au sud Méditerranée. La diminution du volume des pluies amena les populations nomades de l'Afrique saharienne à immigrer vers la vallée du Nil pour être sûres de trouver de l'eau de façon permanente. Le premier peuplement véritable de la vallée du Nil pourrait avoir commencé au début de Néolithique, vers -7000, 54. Les Égyptiens adoptèrent alors un mode de vie pastoral et agricole. La thèse climatologique d'Abou Bakr, selon laquelle la fin de l'ère glaciaire en Europe aurait entraîné l'assèchement du Sahara et provoqué conséquemment une poussée migratoire sud-nord, est passablement confirmée par le savant africain Joseph Kizerbo. Celui-ci en effet s'interroge, mais pourquoi l'Égypte ? Là encore, il suffit de regarder une carte de l'Afrique et de considérer certaines lois sociologiques pour voir s'éclairer les origines de l'essor égyptien. Les hommes du Néolithique, en bons agriculteurs, avaient une prédilection pour les points d'eau permanents. Or, à partir de 3500 avant JC, pour des raisons météorologiques et autres, le climat de l'Afrique tropicale a commencé à se détériorer. Le Sahara, jusque-là vaste parc grouillant de vie, commença à devenir le Sahara, 55. Avec la sécheresse qui s'accentuait toujours, surtout depuis le début du troisième millénaire, le niveau des nappes phréatiques s'abaissait continuellement. La steppe de plus en plus chauve s'installa et les hommes comme les animaux gagnèrent les refuges constitués par les restes des lacs les plus vastes et par les fleuves les plus puissants. C'est alors que le Nil qui dans un Sahara verdoyant offrait après tout, peu d'intérêt, prit l'immense valeur économique qu'il a conservée depuis lors. Les hommes du Néolithique affluèrent bientôt. Mais chaque siècle, puis bientôt chaque décennie, chaque année, amenait une vague nouvelle d'émigrants refoulés par la rigueur du désert ambiant et attirés par la réputation du fleuve bienfaiteur. Ce qui fera dire au vieil Hérodote, l'Égypte est un don du Nil. 1.1.2. La forte densité populationnelle et ses problèmes. L'histoire des sciences est faite de ces hasards qui se combinent aux nécessités, comme dit Monod, avec un livre évocateur, Hasard et nécessité. Ainsi, à la climatologie et au mode de vie pastoral de l'homme du Néolithique va s'adjoindre un autre élément qui va jouer sur le rapide essor de l'Égypte ancienne, c'est-à-dire la densité de la population. En effet, contrastant avec l'habitat dispersé qui caractérisait le Sahara néolithique, l'affluence vers le Nil, Égypte, est telle que Gamal Mokhtar et J. Vercoutet notent, dans ce même domaine du peuplement, la densité de la population africaine durant la période cruciale qui s'est écoulée de 8000 à 5000 avant notre ère serait importante à apprécier. C'est en effet la période de la genèse des cultures qui se sont ensuite diversifiées. Or, selon que cette densité est très forte ou faible, elle favorise ou rend inutile le développement de l'écriture 56. L'originalité de l'Égypte antique par rapport au reste de l'Afrique à la même époque réside peut-être essentiellement dans le fait que la forte densité des populations établies à haute époque sur les bords du Nil, entre première cataracte et partie méridionale du delta, a exigé, peu à peu, l'usage de l'écriture pour la simple coordination du système d'irrigation indispensable à la survie de ces populations. Cheikh Anta Diop explique : le calendrier et l'astronomie sont aussi les conséquences de cette vie sédentaire et agraire. L'adaptation au milieu physique engendre certaines mesures d'hygiène, momification pour éviter les épidémies de peste du delta, jeûne, régime alimentaire, etc. Et la médecine naquit peu à peu.
Le développement de la vie sociale et des échanges exigea la naissance et l'usage de l'écriture. 57. Les professeurs Mokhtar et Verkouté ainsi que le professeur Cheikh Anta Diop introduisent dans leur citation 3 données objectives dans l'émergence de la science en Égypte: l'écriture, l'administration et l'irrigation. Nous tenons à préciser que l'analyse sur les données objectives ou facteurs externes constitutifs sera effectuée au point suivant. Pour le moment, contentons-nous de la densité qui s'est jointe aux autres préconditions ou facteurs externes non constitutifs conditionnants. La civilisation repose sur terre, écrit Brodel, elle est la fille de nombre. 58. En d'autres termes, la concentration démographique a presque toujours été l'une des préconditions des mutations qualitatives majeures dans le domaine économique, social, politique et scientifique. L'ensemble des thèses écosystémiques développés par les auteurs précédents pour expliquer l'expansion égyptienne sont passablement confortés par Cheikh Anta Diop qui écrit « La répartition des nègres sur le continent africain aurait connu 2 phases principales. On admet communément qu'au environ de -7000, le dessèchement du Sahara était achevé. L'Afrique équatoriale était encore probablement une zone de forêt trop dense pour attirer les hommes. Aussi les derniers nègres qui vivaient au Sahara l'avaient quitté pour émigrer vers le Haut-Nil, à l'exception peut-être de quelques îlots égarés sur le reste du continent 59, soit parce qu'ils ont émigré vers le sud, soit parce qu'ils sont montés vers le nord. Peut-être les premiers trouvèrent-ils dans le Haut-Nil une population nègre autochtone. Quoi qu'il en soit, c'est l'adaptation progressive aux nouvelles conditions de vie que la nature a assignées à ces différentes populations nègres que naîtra le plus ancien phénomène de civilisation que la Terre ait connu. Cette civilisation, dite égyptienne à notre époque, se développera longtemps dans son berceau primitif, puis descendra lentement le long de la vallée du Nil pour s'irradier autour du bassin de la Méditerranée. 60. Le cycle de civilisation, le plus long de l'histoire, aurait duré 0000 ans, sage moyenne entre la chronologie longue, Hérodote, Manéthon, d'après les données des prêtres égyptiens, situe l'origine à 7000, et la chronologie courte des modernes qui sont obligés d'admettre que, en -4245, les Égyptiens avaient inventé le calendrier, ce qui suppose des millénaires de développement avant d'arriver à de telles spéculations. C'est une des explications du miracle égyptien, d'autant plus que la population comme optimum écosystémique déclencheur du développement n'est pas due en Égypte à un simple hasard. D'après Diodore de Sicile, les Égyptiens aux traditions sédentaires pratiquaient une politique systématique de développement démographique. En ce qui concerne les coutumes relatives au mariage, les prêtres n'avaient qu'une femme, mais tous les autres hommes épousaient le plus grand nombre de femmes qu'ils peuvent. Et les Égyptiens élèvent tous leurs enfants afin d'augmenter la population avec l'idée qu'une population nombreuse est le plus grand facteur d'accroissement de la prospérité de la campagne et des villes à la fois. 61. Aucun enfant, même celui né d'une esclave, n'est considéré comme un bâtard. En effet, agglutinés au ruban vert du fleuve dans les taux brûlants du désert proche, les peuples noirs étaient condamnés à progresser très vite sous peine de succomber sous leur propre nombre, leur propre anarchie ou l'invasion étrangère. C'est ce qu'ils firent non sans peine. Ces hommes entassés les uns sur les autres ne pouvaient plus vivre comme des familles éparpillées d'antan. Il fallut s'organiser. Les clans se taillèrent des secteurs dans la vallée. La récolte surabondante augmenta encore l'essor démographique, mais permit de constituer des surplus qui servirent à payer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.